9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter. Vous êtes journaliste, grand reporter pour TF1 LCI. Vous étiez en Ukraine 2 semaines après le déclenchement du conflit, on va en reparler. Vous avez un parcours totalement atypique, grand reporter sur BFM. Vous avez couvert Hawaï, Fukushima, les révolutions en Libye, en Égypte. Vous êtes devenu le présentateur de Capital sur M6, Poste en Or, que vous avez quitté pour redevenir reporter sur le terrain. Vous avez aussi publié un livre sur Fukushima. Et là, voici votre deuxième livre qui sort. C'est un roman, il s'appelle Les Têtes baissées. C'est chez Robert Laffont. C'est un roman, mais dans lequel le réel transpire à chaque page. Ça se passe à quelques kilomètres de votre lieu d'enfance, si j'ai bien compris, dans un abattoir. Qui sont ces têtes baissées? Ce sont les cochons ou ce sont les salariés? C'est les salariés. C'est les salariés parce que moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, ce à quoi je pensais, c'était le pouvoir de parler. Vous savez, il y a ceux qui ont cette capacité à parler de tout, à tout le monde, notamment les politiques, parce que mon roman, il est politique, je pense. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas ce pouvoir, qui n'ont pas cette chance. Et derrière ça, il y a aussi donc des travailleurs dans les abattoirs. C'est sûrement un des métiers les plus violents qui soient. Et vous faites quoi avec cette violence quand vous rentrez chez vous le soir? Déjà, il faut pouvoir dire qu'on passe sa journée à tuer des cochons. C'est pas la même chose qu'être artisan savetier et de bosser dans un abattoir. Avant même de parler, il faut oser parler. D'ailleurs, en vérité, vous savez comment s'appelle ce métier? Dites. Agent de fabrication. Parce que c'est écrit dans les contrats de travail, c'est pour certains, je dis bien pour certains, trop honteux de découper de la viande. Et donc, je trouve que ce sont des personnes, des territoires d'ailleurs, parce que ça se passe pas dans les grandes villes, qui sont même pas représentés. Alors moi, je ne donne pas de lieu dans ce roman, mais évidemment, je viens de Bretagne, une petite ville où si vous n'avez pas d'agroalimentaire, vous n'avez rien. Tous les journaux bretons ont reconnu que c'est à côté de chez vous. Hein. Le Télégramme, tous les journaux comme ça, ils reconnaissent les lieux, vous ne pouvez pas les trouver. Moi, vous pouvez me tromper, pas eux. Non, c'est vrai. Mais après, ce qui est certain, c'est que ce sont des territoires qui ne sont même pas représentés. Pourquoi vous avez choisi ce milieu des abattoirs comme décor du roman? Parce que c'était le décor de votre premier reportage? Oui. C'est quand j'étais étudiant à Rennes, c'est le premier reportage que j'ai fait. À l'époque, je mangeais pas de viande, donc il fallait vraiment être con d'y aller. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était pas du tout, pardon de le dire comme ça, la cause animale, qui est évidemment louable, mais c'était la cause des salariés. Parce qu'ils vivent dans des conditions de travail qui sont très très violentes. Je ne suis pas en train de faire du misérabilisme et je n'ai jamais pratiqué ce métier. Mais franchement, ce sont des petits héros, voire des grands héros, et on n'en parle jamais. Et le rapport à la violence, moi, me foudroie en vrai. Quand j'étais tout petit dans les Alpes d'Haute-Provence, j'ai vu 1 ou 2 fois tuer le cochon, c'est saisissant, donc j'imagine ce que ça peut faire quand c'est à la chaîne dans des conditions industrielles, conditions terribles, vous racontez l'odeur, vous racontez aussi le bruit, j'avais pas imaginé ça, vous dites la saignée émet 90 décibels, au-delà de 30 minutes, un tel niveau sonore peut provoquer des dommages irréversibles. Comment ils tiennent? Ils ont des casques ou ils tiennent pas? Ou un mélange des deux? D'abord, il y a aussi parfois des problèmes de moyens, même si il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même pour que les salariés tiennent le coup, je crois que c'est le mot. Mais quand vous avez 90-95 décibels, c'est les oreilles qui prennent, c'est le cutané, c'est des lombagies, c'est des problèmes au niveau de tout le corps qui parfois est détruit et ne peut pas revenir à la normale. Vous avez 1 employé sur 2 qui va avoir un accident du travail. Vous en avez 10% qui sont obligés d'être reclassés parce qu'ils ne peuvent plus continuer dans les conditions dans lesquelles ils bossent. Donc, je considère, moi, que c'est important d'en parler. Et à travers ça, c'est pas pour faire simplement une dissection de ce métier, c'est évoquer la violence. Quand vous avez cette violence, cette crainte de ne pas réussir à tenir le lendemain, comment vous faites avec ça? Est-ce que vous en parlez à vos proches? Est-ce que vous gardez pour vous? Et à quel moment ça déraille? Parce qu'il est difficile d'imaginer que ça ne déraille pas, justement, dans un milieu comme celui-là. Comment vous avez travaillé, François-Xavier Ménage? Parce que vous êtes journaliste, vous dites avoir rencontré beaucoup de salariés, lu beaucoup de docs. Vous avez essayé de vous faire engager pendant l'été dans un abattoir, un petit peu comme Florence Aubenas, qui a fait ce livre Le Quai de Ouistreham. Non, j'ai pas fait ça. J'ai lu beaucoup d'enquêtes là-dessus. Et moi, je connais des personnes proches, parfois, qui ont travaillé dans des abattoirs longuement, par choix, et ensuite plus du tout par choix. Mais non, moi, je suis journaliste, donc à la base, je suis payé pour raconter ce que je vois. Et au début, c'était très dur, parce que mon cerveau a dit, t'as pas le droit, tu ne peux pas inventer, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemblait plus à un récit qu'à une fiction. Et heureusement, très vite, mon même cerveau, qui est mon pire ennemi et mon meilleur ami, m'a dit, en fait, tu vas t'autoriser à ça. Et ça a été une sorte de libération, mais incroyable. C'est le moment le plus égoïste de ma vie. Je n'ai jamais connu un moment de telle jouissance et de tel égoïsme que de me dire je suis face à mon écran, je fais ce que je veux. Et c'était fou, ça m'obligeait quand même évidemment à pas raconter de conneries. Il fallait que ce soit vraisemblable. Mais ça a été un moment de jouissance fou.
On l'a pas encore dit, parce que c'est pas un essai, c'est un roman, c'est un thriller, il y a une intrigue, on va en parler. J'ai retrouvé le papier du Télégramme de Brest, que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la conclusion, le compliment final. Sur ce thème-là, fallait vraiment oser. Voici ce qu'écrit le Télégramme. Un livre très agréable à lire, avec un style vif et une intrigue non dénuée de suspense. 300 pages qui se dévorent avec appétit et gourmandise, comme une bonne planche de charcuterie. No comment, fallait oser. François-Xavier Ménage est avec nous. Le portrait pré-fame, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie du journaliste, grand reporter François-Xavier Ménage, il a déjà publié un livre, c'était un essai, ça se passait à Fukushima, au moment de la catastrophe nucléaire, enfin juste après. Là, ça s'appelle Les Têtes baissées, c'est un roman, mais roman très très inspiré par le réel. Ça se passe dans le milieu d'un abattoir. Je l'ai pas dit encore, c'est un thriller, sans trop dévoiler. Que raconte l'intrigue? Il y a plusieurs personnages. Il y a Ronan et Emma qui sont deux jeunes qui travaillent dans cet abattoir. Il y a le patron de l'abattoir, il y a les actionnaires américains, et il y a Shanna, la femme de Marc. Il y a aussi le maire de la ville, c'est presque un tableau à la Chabrol. Ouais, merci pour le compliment. Mais oui, c'est en vérité d'abord les salariés qui ont du mal à tenir, compte tenu des violences qui sont celles de leur travail. C'est un patron qui est emmerdé, parce que sa boîte va peut-être couler, et qu'il a au-dessus des actionnaires qui sont en train de le pressuriser. Et ce patron qui reçoit des menaces de mort. Qui reçoit des menaces de mort, sans que l'on sache d'où elles viennent, au départ, et pour le reste, je vais pas dévoiler cette intrigue, qui était un fin filet, entre guillemets, parce que c'est pas l'essentiel de ce roman. Mais il m'intéressait beaucoup ce patron, parce que je vais parler 2 secondes de, justement, cette femme. C'est pas un salopard. Non. C'est pas manichéen, ce livre. Il n'y a pas les méchants patrons et les gentils employés qui souffrent. Et il y a une femme qui m'a inspiré là-dessus, que j'aime beaucoup, hein, évidemment, Florence Aubenas. Ah ouais, c'est dingue, j'en parlais tout à l'heure. Oui, ben justement, moi, elle a fait une série de reportages dans Le Monde, il y a maintenant de nombreux mois, qui était incroyable dans les supermarchés. Et elle dit quelque chose... Le Monde, dans le journal Le Monde. Dans le journal Ouais. Le Monde. Et elle dit quelque chose sur notre métier de journaliste, en vérité. Oui, je vous parle comme un journaliste et pas comme un romancier. Elle dit quelque chose d'exceptionnel, en vrai. Elle dit, pourquoi le terrain, il n'y a pas plus fort? Et il n'y a pas puissant, pas plus puissant comme religion. Parce que si vous allez, en restant chez vous, et écrire quelque chose sur les supermarchés, vous savez que le patron, c'est le connard, et les salariés, c'est les gentils. Aller sur le terrain, c'est se rendre compte que le patron n'est pas que un salopard. Et ces nuances qu'on a seulement sur le terrain, je trouve qu'elles résument parfaitement ce que c'est que ce métier. Je souris parce qu'il y a quand même un présupposé, il n'est pas que, ça sous-entend qu'il l'est quand même. Ben, ça sous-entend Il y a que... un fort présupposé. Mais il y a tout le temps des présupposés. Je veux dire, avant qu'on aille sur le terrain, que ce soit bien ou mal, Non. il y a tout le temps des présupposés. Elle dit, si et vous après, allez on sur les place. contredit. Ouais. Et après, Et on les contredit tout le temps. C'est le terrain qui nous les fait nous contredire ou nous donner des nuances. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Il faut toujours avoir cette religion en tête. En tout cas, c'est la mienne. Là, en l'occurrence, Marc, le patron de l'abattoir, il a fait HEC. C'est très 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 difficile comme niveau d'études et il va s'enterrer dans ce coin perdu de Bretagne. Sa femme qui lui reproche de s'enterrer alors que des chasseurs de tête lui proposent des jobs plus prestigieux, mieux payés. Quelque chose m'a frappé, il y a du suspense qui a instauré dès les premiers chapitres. Les 3 premières pages, vous présentez le personnage de Ronan, c'est l'exposition, on appelle ça comme ça dans un roman, et puis ces 3 lignes. Avant de refermer ce livre, surgiront un meurtre, une destruction et la constitution d'une petite fortune. À quoi Ronan aura-t-il droit? Et ça m'a fait penser à un reportage télé. Dès le début d'un reportage, on montre ce qu'on va avoir. On recevait une journaliste d'Arte plutôt qu'à faire un doc pour Arte. Le doc fait 90 minutes, mais sur les 3 premières minutes, on voit tout ce qu'on va voir comme une sorte de best-of. Vous avez appliqué cette même technique à votre écriture. En vérité, c'est marrant parce que c'est peut-être inconscient, mais moi, l'idée de dire justement qu'il y aura ces 3 enjeux, c'est pour montrer que malheureusement, entre guillemets, les enjeux sont plus forts que les personnages et qu'il y a des choses qui s'écrivent sans eux. Donc l'idée était celle-ci, et il y avait quelque chose d'un peu cruel à mettre le lecteur dans la confidence alors que les personnages de ce roman ne touchent pas ses destins. Au passage, c'est pas ce qu'on appelle un roman de journaliste, c'est un peu écrit, non pas avec les pieds du tout, mais écrit dans un style journalistique. Il y a des portraits absolument savoureux, comme celui de l'épouse de Marc, c'est le patron de l'usine. Elle s'appelle Shanna, vous écrivez ceci, Shanna est brune, cheveux épais, peau mate, enveloppée, follement ironique, tristement sardonique. Elle pratique le stretching le dimanche soir uniquement. Elle adore les vêtements opening ceremony, je sais pas ce que c'était. Elle est d'origine malgache, elle dort très mal la nuit. Elle préfère dorénavant Netflix à la lecture du New York Times. Un glissement vers la facilité qu'elle résume en expliquant publiquement que la médiocrité culturelle ambiante du monde la nourrit. Elle adore détester, dénigre les faibles et les suffisants, ce qui fait beaucoup de monde. Si son mari venait un jour à disparaître, Shanna a toujours dit qu'elle ferait une veuve joyeuse. Bravo. C'est... Ouais,
Tout ça est inventé, évidemment, mais... Ah bon? Ah je oui, dis que oui, c'était dans oui, le je vous réel. rassure. Parce qu'il y a quand même des critiques de la France d'en haut et des CSP++++. Marc, c'est le patron, il a un bel appartement avec Chana, ils ont fait des hautes études, Ouais. elle travaille dans un cabinet qui s'occupe de réputation, qui s'occupe des grands patrons, Chana, mais le week-end, parfois il rejoint son usine en Bretagne, il dort dans un Ibis Budget. Alors les gens vont dire c'est peut-être cher l'Ibis Budget, mais pour lui, c'est le bas de gamme. Et là, il est dans tout ce qu'il y a d'ordinaire, il écrit ceci, c'est lui qui parle. Une chambre d'hôtel, seul, tout le week-end, personne pour l'emmerder, le forcer à bruncher à 13h30 avec des amis qui crieront leur dégoût de Paris et des réseaux sociaux, et de la dernière expo au Palais de Tokyo qui était sincèrement ratée. Chana va pas lui imposer le film de 18h en VO un dimanche soir dans une salle de cinéma indépendante validée par Télérama et qui plafonnera à 2000 entrées France. Là, on sent que ça vous exaspère. C'est Là, un c'est tout vous petit qui peu parlez. plus complexe que ça, parce que moi j'habite à Paris, je peux pas non plus dire que je vais me planquer sous le canapé, mais ce qui est certain, c'est que là vous avez donné à peu près tout le name dropping qu'il y a dans le bouquin, parce Voilà. que par ailleurs, quand on est dans les petits villages, et c'est Bien pour ça sûr. que je l'ai fait, dans le petit village où ça se passe, là vous n'avez aucun nom propre. Il n'y a Mhm. pas de lieu, il n'y a rien d'indiqué, Non, mais ce et qui il n'y vous a pas de exaspère, code. Ouais. c'est pas les noms, c'est le C'est le parcours snobisme, fléché, c'est le le parcours snobisme fléché, bien parisien sûr, qui ouais. vous exaspère. Ben oui, mais en tout cas, au-delà de ça, c'est celui qu'on représente dans les médias. J'en reviens toujours à ça. On représente cela. On représente Télérama, on représente les canapés avec telle et telle marque. Mais le milieu où se passe l'intrigue, c'est-à-dire ce territoire qui n'est ni une grande ville, qui n'est ni la France périphérique, c'est un territoire évaporé. On n'en parle jamais, on ne le représente pas. Ce territoire n'a même pas le droit d'avoir des noms propres pour signaler ou signifier telle et telle chose. Et c'est ça, moi, qui me marquait. C'était qu'on se retrouve face à deux réalités, en vérité, qui ne se parlent pas. Pardon, c'est très, très politique. Et vous avez raison, puisque quand on nomme ces territoires, on les nomme pas avec un nom propre, mais avec un nom commun, on dit la France des ronds-points. Oui, la France des ronds-points, bien sûr. Et pour le coup, allez hop, au revoir, terminé. Il n'y a pas de nuance derrière ça. Et je trouve qu'on décrit souvent Paris avec 1000 nuances et on décrit pas, ou alors peu, ou alors pas bien, cette France qui est tout au bout du tableau. Et je suis désolé de le dire, mais cette campagne présidentielle m'a marqué aussi pour ça, sans donner de jugement sur aucun candidat, sans donner des bons de mauvais points. Mais certains se sont réveillés en disant « Ah tiens !» Ah bah oui, il y a aussi la France des petits villages. Mais moi, je considère, venant de cette France-là, qu'elle n'est effectivement quasiment jamais représentée. Alors, il y a une toute petite part de caricature dans ce roman. C'est assumé, je l'assume, et il fallait aussi synthétiser tout ça. Mais moi, ça m'interpelle foncièrement. Et quand j'entends les sociologues, les politologues qui, depuis quelques semaines, nous disent qu'il y a quelques oublis quand même dans le tableau de chasse politique actuel, j'ai pas envie de leur donner tort. Il s'était quand même un petit peu rendu compte déjà au moment des Gilets jaunes pour clore ce chapitre. Juste un mot sur la fin, évidemment, je vais rien dire. Je vais juste dire qu'elle est relativement ouverte. Est-ce que c'est parce que vous pouvez faire un deuxième tome ou faire une série? Non, je pense pas. Je pense pas, mais j'aime l'idée que après c'est évidemment quelque chose qui est déjà pratiqué par des millions d'autres personnes, donc je n'invente rien. Je pense à tous ces romanciers qui ont brillamment fait tout ça, mais que oui, on décide un petit peu à la fin soi-même. Voilà. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de nom propre dans votre livre, c'est pas vrai. Dès le deuxième paragraphe, Renan, il se tape la filmographie d'Ozu, et déjà Ozu, c'est extrêmement pointu. Oui. Et CSP++, comme quoi toute la culture Mais tout n'appartient est possible. pas Voilà. à ceux Merci, à vous l'avez qui relevé. on croit qu'elle appartient. On va parler de musique, parce qu'il écoute beaucoup de musique. Il n'y a pas que Tom York dans la vie, il y a aussi Radiohead, et il y a aussi Stéphanie Loire. Culture Média continue. Philippe Vandel Culture Média sur Europe 1.